L'histoire de l'Union européenne n'est pas si vieille à l'échelle des temps. On peut considérer que celle-ci remonte à la période d'après-guerre et à la volonté des dirigeants politiques de l'époque de créer un espace de paix et de stabilité économique. Cependant, nous verrons que l'idée d'une unification politique des pays du continent européen en germe depuis le XVIIIe siècle et les courants de pensée des Lumières et surtout depuis le printemps des peuples au milieu du XIXe siècle apparaissait plus que jamais indispensable dans une Europe dévastée par des années de guerre civile. De cette volonté a ensuite émergé le rêve de fonder une sorte d'États-Unis d'Europe. Le processus d'unification économique et politique s'est concrétisé par des élargissements successifs de la communauté européenne, puis de l'Union européenne et par l'approfondissement continu de son poids à l'international. L'intégration européenne a un objectif simple, assurer une croissance pérenne pour tous les pays de l'Union européenne à l'échelle européenne. Concrètement, cela implique un alignement des facteurs de production afin de garantir une certaine cohérence et unité entre les différents États membres. L'arme principale est la réglementation européenne, donnée par le Parlement européen. La réglementation européenne, comme son nom l'indique, va réguler la production de biens et services de sorte à gérer au mieux les échanges internes ainsi que les exportations. Pour cela, elle peut agir sur les facteurs de production en ayant un impact sur le travail, le capital, les actifs et les investissements des entreprises. De la même façon, la réglementation européenne vise à aider les entreprises européennes à accroître leur efficacité via l'organisation de la production, l'éducation et la recherche. Quoi qu'il en soit, c'est donc bien le travail, l'investissement et l'innovation qui sont les principaux moteurs de la croissance européenne et donc de son bon fonctionnement. Prenons ici la définition donnée par la BCE. Je cite : « La Banque centrale européenne, BCE, gère l'euro et élabore et met en œuvre la politique économique et monétaire de l'Union européenne. Son principal objectif consiste à assurer la stabilité des prix et à soutenir ainsi la croissance économique et la création d'emplois. » Fin de citation. Nous pouvons ainsi décomposer sa stratégie en 3 blocs qui vont nous permettre de comprendre plus en détail son rôle dans l'économie européenne. Le premier bloc est à l'échelle de la Banque centrale elle-même. Nous l'avons déjà vu, elle contrôle l'activité économique, notamment via ses taux directeurs. Par l'intermédiaire du marché monétaire ou interbancaire, la BCE va ensuite influer sur la création et la mise en circulation de la monnaie, notamment par les prêts d'argent qu'elle octroie aux banques commerciales. Enfin, les banques commerciales vont influencer les prêts d'argent aux particuliers et aux entreprises dont les taux d'intérêt seront bien sûr corrélés à la politique monétaire de la BCE. La crise de la dette dans la zone euro désigne en fait une série d'événements qui ont affecté depuis 2010 les économies des différents États membres de l'Union européenne. Le tout dans le sillage de la crise financière qui avait débuté en 2007 aux États-Unis. Le premier événement est relevé en 2010 avec la crise de la dette grecque dans le sillage de son important déficit public. S'en est suivi durant l'été 2011 une tempête boursière en partie liée à celle-ci. Cette crise n'est pas apparue par magie. La crise européenne est en effet la conséquence de différents facteurs économiques et financiers qui l'ont fait éclater. Tout d'abord, les facteurs macroéconomiques, qui sont en quelque sorte les causes structurelles provoquant des déséquilibres majeurs dus à un endettement extérieur excessif. Ensuite, viennent les causes conjoncturelles, notamment les conditions de marché, la mauvaise gestion des risques et le manque de gouvernance de la part des États membres. Pour résumer, citons Jean-Claude Trichet, qui a été président de la BCE de 2003 à 2011. Je cite : « Les grands pays de l'Union européenne ont pris des libertés avec le pacte de stabilité et de croissance, ce qui a sapé la crédibilité de l'Union et a amené les autres pays à prendre eux aussi des libertés. » Fin de citation. Il est donc clair que le débat économique, politique et financier sur la crise européenne aujourd'hui encore s'inscrit surtout dans le cadre de celui de la soutenabilité de la dette des États. S'il est vrai que depuis le début des années 2000, les États européens n'avaient pas respecté les programmes de réduction des déficits, notamment structurels, les mises en garde de la Commission avaient pu néanmoins être ignorées.
tant que l'évolution conjoncturelle, c'est-à-dire la croissance économique, permettait de maintenir le déficit en deçà de la limite de 3% du PIB établie par le Parlement européen. Mais la prolongation d'une conjoncture défavorable, accentuée par la crise économique et financière de 2007, a révélé les limites de la discipline budgétaire imposée par le pacte de stabilité et de croissance. La plupart des pays membres de la zone euro se sont retrouvés face à un dilemme entre réduction des déficits et croissance. Que nous dit ce graphique ? Eh bien tout simplement que sous une forme regroupée, l'Union européenne serait finalement la deuxième puissance économique mondiale derrière les États-Unis. Fragmentée, il faudrait attendre l'Allemagne, cinquième puissance économique mondiale, pour retrouver un pays européen dans le palmarès. Par son poids dans le monde économique et forte de ses 511 millions d'habitants environ, l'Union européenne jouit d'une force économique et démographique certaine. En effet, elle est la première exportatrice de biens et de services devant les États-Unis et la Chine, et sa balance commerciale est positive, contrairement à celle des États-Unis. Il est indéniable que l'intégration européenne a permis d'assurer une croissance pérenne et a été bénéfique au développement économique de ses États membres. Le rôle de la BCE est finalement assez identique à celui de n'importe quelle autre banque centrale, à savoir assurer la stabilité des prix et soutenir la croissance économique. Tout cela n'a néanmoins pas empêché l'émergence d'une crise économique majeure en 2011, dite crise de la dette souveraine. Cette crise a mis en évidence le niveau d'endettement très élevé de certains États membres, ce qui a ébranlé les fondamentaux même de la construction européenne.